Comme nous sommes dans une ville qui jadis fut vraiment militaire, commençons à l'heure. Voilà, d'autant que je salue ceux qui nous suivraient sur Facebook Live. Donc voilà, vous pouvez regagner vos places. Il y a même des places tout devant. Comme je le disais, j'ai l'impression de jouer les curés de jadis quand ils disaient « Non, mais restez pas au fond de l'église, approchez, approchez ». Voilà. Bon, en tous les cas, merci beaucoup d'être très nombreux ce matin pour la présentation de saison que nous a préparé Paul-Émile. Alors, il l'a préparé dans les circonstances habituelles, si j'ose dire, hein, c'est-à-dire avec une programmation néanmoins en cours. Voilà. Et d'abord de vous accueillir ici donc au nom de notre président de Metz Métropole, François Grosdidier, que j'ai l'honneur de représenter ce matin en tant que délégué métropolitain aux établissements culturels de métropole, qui sont Pompidou, cet opéra, le musée de la Cour d'Or, l'École supérieure d'art de Lorraine et le conservatoire. Et aujourd'hui, même Metz Métropole a intégré aussi la gouvernance de la cité musicale. Donc, bienvenue à tous et à toutes dans ce très bel établissement qui est, je le souligne, en matière culturelle, le plus ancien de la ville et aujourd'hui de la métropole, puisque nous sommes, je me plais toujours à le dire, dans un opéra-théâtre qui est le plus vieux de France, encore en activité aujourd'hui. Il n'y a que 3 opéras du XVIIIe siècle, comme chacun sait. Metz d'abord, puisque c'est le tout premier, qui a été construit entre 1737 et 1752. Et puis, ensuite, c'est Bordeaux. Et puis après, Versailles, bien sûr, que vous connaissez sans doute, qui a été construit, édifié pour le mariage du dauphin, futur Louis XVI, et de Marie-Antoinette, que chacun connaît. Non pas pour l'avoir rencontré, bien sûr. Voilà. Donc, ça, ce sont des lettres de noblesse pas suffisamment connues, même des Messins qui ne le savent pas, qui pourraient en avoir cette fierté. Mais cette maison d'opéra est surtout une grande maison de fabrique du spectacle vivant. Et on sait que l'opéra est un art total. Et c'est le président de la Réunion des opéras de France qui le dit avec beaucoup de fierté, puisque c'est un art qui joint, comme vous le savez, le théâtre, la musique, mais aussi beaucoup de métiers que nous voulons mettre en valeur aussi, qui vont des perruquiers, les maquilleurs, les décorateurs, les peintres, les ingénieurs lumière, les metteurs en scène, évidemment. Donc, vous voyez, un foisonnement de métiers. Et cette maison, je le dis parce que c'est de plus en plus rare, sauf sur les grands opéras. Donc, nous sommes un grand opéra de création, avec un chœur permanent, professionnel évidemment, et un ballet permanent aussi, et de professionnels. Et le ballet, hélas, est de plus en plus oublié dans les maisons d'opéra. Et c'est dommage pour la France, puisque l'opéra français, comme vous le savez, a suivi l'invention du genre en Italie, l'opéra italien, qui était la conjugaison de la musique et de la commedia dell'arte. Et avec l'opéra français, ce n'était pas tout à fait pareil, c'était la conjugaison de la danse et de la tragédie classique. C'est comme ça qu'est né l'opéra français. Alors, je sais bien que dans la danse, il faut de la musique aussi, mais c'est quand même pas la même approche. Donc, je crois qu'on peut être très fier à Metz de conserver ce ballet que beaucoup de maisons d'opéra ont un peu sacrifié en disant quand on en a besoin, on prend des intermittents. Voilà, ici, on a un opéra total, je voulais le souligner. Dernier élément, c'est que même pendant cette crise sanitaire qui a beaucoup affecté le monde du spectacle, et notamment le spectacle vivant, partout à Metz, et ça a été un choix que nous avions fait avec le président de Metz Métropole, quelquefois contre des avis contraires, nous avons toujours continué le spectacle, toujours. D'abord pour soutenir les artistes, qui était le but principal, d'autre part pour ne pas perdre la main, si j'ose m'exprimer ainsi, et en faire profiter, certes avec un coût, mais en faire profiter des gens qui, certes, ne pouvaient plus venir, même les spectateurs habituels, mais en faire profiter par des captations, comme ça a été le cas pour Madame Butterfly, pour des enregistrements, ou lorsque nous ne pouvions pas le faire, et lorsque, à la revanche, c'était permis, ça a été joué devant des enfants,
les enfants des écoles, et donc le spectacle a continué. Ça a été vrai aussi pour la cité musicale, je le précise, mais c'est extrêmement important parce que ça vous semble naturel que le spectacle reprenne. Mais si nous l'avions interrompu, nous ne serions pas en capacité de continuer les concerts à la cité musicale et de continuer, par exemple, ce qu'on va voir, Fidelio, magnifique. Alors, la pandémie et les règles sanitaires applicables nous ont été obligés de tronçonner, hélas, cette saison, mais on a au moins le début de saison, puisque vous avez pu voir Giano d'Arco, qui était d'ailleurs une magnifique représentation, je m'empresse de le dire, et puis Fidelio, donc, qui va être le dernier opéra qu'on va voir ce week-end, donc demain, et dimanche et mardi, comme traditionnellement. Donc je voulais profiter de ce point avant que Paul-Émile vous présente cette saison, et je ne doute pas que vous soyez impatient de la connaître, pour remercier les équipes de l'Opéra-Théâtre ici, toutes, les équipes, évidemment les équipes artistiques, les équipes administratives, Erika, et tous ceux qui travaillent dans cette maison, où l'art total, comme je dis, réclame tous les métiers, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Donc tout le monde est resté, je dirais, ici pour préparer ces spectacles et continuer à faire vivre ce spectacle absolument magique qu'on appelle l'opéra. Mais cette maison est aussi un opéra agora, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle reçoit en dehors même des spectacles. Nous avions ce matin ici la réception des grands mécènes de cette maison. Très heureux de voir que le monde économique s'intéresse à la culture et la soutient. Et donc, il s'y passe des choses. On y a même fait des cours de droit ouverts à l'université. Enfin, je veux dire, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette maison et qui est ouverte et qui ne demande qu'à s'ouvrir sur le monde extérieur. Et je m'empresse de dire aussi quelque chose, parce que c'est dans l'esprit souvent des gens qui sont loin de cela. Ce n'est pas un art élitiste. C'est élitiste parce que tous les arts le sont, puisqu'ils sont dus à des génies créatifs. Mais c'est un genre qui est à la disposition de tous et de toutes, quelles que soient les catégories socio-professionnelles, quels que soient les âges, et j'en profite pour remercier l'Opéra-Théâtre de faire tellement pour l'éducation artistique et culturelle des jeunes, qui m'est si chère, et c'est extrêmement important. Donc on y fait de l'opéra, mais pas seulement, il y a tous les genres, il y a le théâtre évidemment, il y a tous les genres lyriques aussi, et la saison que va vous dévoiler Paul-Émile aujourd'hui va vous prouver que, s'il en était besoin d'ailleurs, que ce sont tous les genres de théâtre et de lyrique qui sont présentés ici, et vous allez voir, c'est aussi alléchant que ce que nous avons pu présenter hier pour Constellation, par exemple, et on avait choisi cette maison pour relier l'art le plus moderne, qui est celui du numérique, à celui le plus ancien, qui est celui de l'opéra. Voilà, mon cher Paul-Émile, merci pour ce que tu as fait avec tes équipes pour conserver à cette maison, pendant cette période cruelle, je dirais, son destin, qui était d'être une fabrique du rêve et du spectacle. Merci Patrick de tes mots. Mesdames, Messieurs, quel plaisir de vous retrouver ici, dans ce foyer. Quel plaisir hier d'avoir pu donner une première répétition générale de l'ouvrage Fidelio de Beethoven dans le cadre de l'année Beethoven d'ailleurs, et d'avoir pu accueillir également du public hier, certes pas comme on aurait voulu, mais autant qu'on aurait voulu en tous les cas, mais c'était vraiment un moment très très émouvant que nous partageons, techniciens du spectacle, artistes et administration du spectacle également. Alors, cette fois-ci, on est parti, on l'espère, pour une super saison 2021-2022, avec en ouverture le Conte Ori de Rossini. C'est un ouvrage extrêmement alléchant, très humoristique, du maître du genre. C'est ce Rossini que tout le monde affectionne et que tout le monde aime, qui sera à l'affiche pour l'ouverture de saison les 1er, 3 et 5 octobre, ouverture de la saison, donc avec ce Conte Ori. Particularité, c'est une équipe féminine qui va mettre en scène cet ouvrage. Sylvie Laligne, metteuse en scène, Emmanuel Favre, les décors. Nous retrouvons Giovanna Fiorentini pour les costumes, et pour la première fois devant l'Orchestre national de Metz, nous retrouverons Corinna Neumeyer, nouvelle directrice musicale de l'Orchestre de chambre de Luxembourg, qui dirigera donc cette
superbe production qui ouvrira de manière tonitruante notre saison. Ensuite, nous enchaînons avec une comédie musicale, Frankenstein Junior. Vous vous souvenez que ce titre était évidemment programmé la saison passée. Nous avons tout préparé, comme le disait Patrick, les décors, les costumes, nous avons répété jusqu'à la générale. Et puis, on remet ça. Et en octobre, nous dévoilerons 4 représentations de ce délire de Mel Brooks. Vous connaissez sûrement le film Frankenstein Junior. Il a donné lieu à cette comédie musicale. Et petite particularité, la représentation du 31 octobre, donc la dernière représentation, nous invitons tout notre public et nos amis à nous accompagner dans cette aventure déguisée. Donc on va faire une soirée déguisée à l'Opéra-Théâtre pour Halloween. Donc 4 représentations fin octobre, dernière le 31. Nous enchaînons ensuite avec un programme de théâtre, L'habilleur de Ronald Darwood. Vous savez que nous avons mis en place depuis plusieurs années une collaboration avec les compagnies qui sont en résidence sur Metz, qui sont financées par la métropole, par la mairie et également par le département, et que ces compagnies, nous allons pouvoir retrouver celle de Vincent Goethals dans cet habilleur de Ronald Darwood. C'est un moment théâtral extrêmement intense. C'est presque, je ne veux pas dire que c'est un duo parce qu'il y a d'autres rôles dans la pièce, mais c'est l'histoire d'un vieux comédien, d'un vieux routier qui va donner son dernier spectacle sur le sujet de Shakespeare, puisqu'il s'agit du roi Lear. Et il n'arrive plus à remonter sur scène, et c'est son habilleur qui va lui rappeler toutes les années passées à enfiler des costumes et l'aider à lui donner une dernière fois l'énergie de donner du spectacle. C'est donc une excellente pièce que nous retrouverons les 4 et 5 novembre, mise en scène par Vincent Goethals. Patrick vous en a parlé, nous avons une compagnie de ballet et nous la faisons vivre fortement. Nous aurons le plaisir de vous présenter enfin en public Roméo et Juliette de Serge Prokofiev. C'est une reprise du spectacle qui avait été chorégraphié par Valentina Turcu. C'est une production de haut niveau, c'est vraiment une splendide interprétation de cette histoire mythique de ces 2 jeunes amoureux. J'attire votre attention sur le fait qu'effectivement, pendant que nous ne pouvions pas lever le rideau devant un public nombreux, nous avons fait une captation de cet ouvrage qui est à destination d'une mallette pédagogique qui sera aussi remise dans les lycées, dans les collèges. Donc on a pu travailler de cette manière-là. On a pu donner aussi des représentations devant des scolaires, mais là, c'est enfin pour le tout public. Et croyez-moi, nos danseurs sont bien pressés de donner ces représentations parce que ça fait 1 an et demi qu'ils travaillent sur cette production. Donc 4 représentations de ce splendide Roméo et Juliette, du 18 au 21 novembre. Jeune public, le conte musical Le Chaboté, collaboration avec l'Opéra de Reims et la compagnie des Monts du Reuil qui est en résidence dans cette maison rémoise. Nous recevons donc cette production autour de Charles Perrault, avec un ensemble de musique baroque également, qui a mis en musique ce conte, et ces représentations seront donc à destination des scolaires pour 2 journées complètes à raison de 4 productions, et puis le samedi 27 à 17h, une tout public pour accueillir les familles à l'opéra. 17h, c'est une bonne heure, on a eu le temps de faire ses courses, et c'est juste avant le dîner, l'apéritif, donc 1 heure sur cette scène avec Charles Perrault et la compagnie des Monts du Reuil, et ce sera pour la fin du mois de novembre. Arrivent les fêtes de fin d'année. Les fêtes de fin d'année, il est de tradition dans cette maison depuis 269 ans. Comme je dis, je présente la 269e saison quand même, c'est pas mal. Il est de tradition que nous donnions un spectacle évidemment joyeux, un spectacle digne des plus grandes comédies ou de l'opérette ou de la bonne opérette. Et cette année, je vous propose Le Chapeau de paille d'Italie de Nino Rota. Alors Nino Rota, on connaît ce compositeur surtout pour sa grande collaboration avec Federico Fellini, le grand cinéaste.
pour lesquels il a évidemment composé énormément de musique de film, mais on sait peu qu'il a également pris en main de l'opéra et qu'il a créé un opéra bouffe sur la pièce de la Biche, qui est Le Chapeau de paille d'Italie. C'est une délicieuse comédie, c'est plein de rebondissements. Il faut des chanteurs de très haut niveau pour assurer cette partition. C'est pour cette raison que nous recevons dans cette maison notamment le ténor Patrick Cabango, qui tiendra le rôle principal. Pour vous donner un exemple, au San Carlo de Naples, c'est Juan Diego Flores qui a tenu ce rôle. Donc il faut vraiment avoir d'excellents chanteurs et d'excellents acteurs. C'est Anthony Magnier qui va assurer la mise en scène de ce spectacle. Alors, c'est la première fois qu'il va s'attaquer à un ouvrage lyrique. On le connaît surtout grâce à la compagnie Viva. Et vous savez que nous recevons souvent cette compagnie ici sur scène, notamment dans les Feydeau. C'est dire si c'est un spécialiste du genre. Il va donc nous galvaniser avec cette superbe production du Chapeau de paille d'Italie. Bien évidemment, l'Orchestre national de Metz dans la fosse, avec Jacques Mercier, que nous retrouverons avec plaisir à cette occasion. Comme je le disais à la conférence précédente, Jacques Mercier, que j'ai croisé sur le pont, va super bien. Il est toujours aussi dynamique et il en faut du dynamisme pour diriger ce genre d'ouvrage. C'est un grand plaisir qu'on le retrouvera donc dans la fosse. Le ballet, bien sûr, de l'Opéra-Théâtre participe aussi à cette production. Donc le Chapeau de paille d'Italie, 6 représentations de cette nouvelle production au mois de décembre et la dernière le 1er janvier. Théâtre, de nouveau, avec Habiter le temps. Alors là, il s'agit d'une création théâtrale en collaboration avec le Théâtre de la Manufacture, le Théâtre du Luxembourg, le Théâtre de Liège. C'est un excellent ouvrage mis en scène par Michel Didy. Nous avons eu le grand plaisir d'être invités, comme on dit, à une soirée professionnelle et de découvrir cette pièce qui est extrêmement particulière puisque elle raconte l'histoire de 3 couples d'une même famille qui se retrouvent à des époques différentes dans la même maison. Et la particularité, c'est que ces 3 couples sont mis en scène en même temps dans le même espace, mais ne se voient jamais, évidemment, puisqu'il y a le couple de 1900, le couple de 1950 et le couple de 1980 ou 1990. C'est vraiment un spectacle extrêmement étonnant auquel je vous convie pour 2 représentations qui ont donc lieu en janvier, les 14 et 15. Habiter le temps, c'est un auteur suédois, Rasmus Lindberg, qui a écrit cette pièce. Retour des ouvrages lyriques ensuite, avec 3 représentations d'un bijou. C'est sûrement une des œuvres de Mozart les plus prometteuses, c'est Idomeneo Re di Creta. C'est un ouvrage qui est rarement donné, et pourtant sa musique est excellente, les chœurs y sont magnifiques, et nous donnerons cette production en coproduction avec l'Opéra de Massy, puisque nos coproductions se portent bien. Et la création se fait sur Metz, bien sûr, avec la réalisation des décors, la réalisation des costumes dans nos ateliers. Et puis, nous partirons en tournée, entre autres, à l'Opéra de Massy. Donc, 3 représentations ici sur Metz, au mois de février, les 4, 6 et 8 février. C'est David Stern qui tiendra la baguette devant l'Orchestre national de Metz, et c'est Bernard Lévy, le metteur en scène de théâtre, que nous allons retrouver, et pour la première fois d'ailleurs ici à l'Opéra-Théâtre, dans cette production. Donc Idoménéo, roi de Crète, de Mozart. Nous arrivons de nouveau à la programmation théâtrale avec un anniversaire, c'est celui de Jean-Baptiste Poquelin, qui est né en 1622, donc en 2022 on fête son 400e anniversaire, et c'est avec l'École des femmes que nous fêterons cela. De Molière, c'est la compagnie Viva qui présente ce spectacle, 2 représentations les 24 et 25 février. J'ai parlé d'Anthony Magnier, c'est également lui qui a mis en scène cet ouvrage d'une manière assez décoiffante, je dois dire, et qui va nous emmener dans cet univers de
cet auteur que l'on joue depuis autant d'années. Et si on le joue depuis autant d'années, c'est dire qu'il est apprécié. Donc, 2 représentations de l'École des femmes de Molière, c'est les 24 et 25 février. Ensuite, création de ballets de nouveau, avec une nouvelle production que nous avons confiée à Julien Guérin. C'est un jeune chorégraphe qui commence à faire parler beaucoup de lui, puisque Julien Guérin a notamment chorégraphié un ballet pour l'Opéra de Monaco, oui, c'était il y a quelques mois. Et nous retrouverons donc Julien dans cette création de La Princesse de Clèves. La Princesse de Clèves, c'est un ballet qui sera donné sur des musiques de Vivaldi, avec bien sûr l'entièreté du corps de ballet de l'Opéra-Théâtre de Metz Métropole, 3 représentations, les 4, 5 et 6 mars, de merveilleux décors d'Antoine Fontaine. Nous avons pu admirer très récemment les maquettes des décors, c'est vraiment magnifique, c'est très ingénieux, et également les costumes de Julie Lance qui vont accompagner cette nouvelle production de La Princesse de Clèves, qui sera donnée pour 3 représentations, je l'ai dit, au mois de mars, et puis qui entrera au répertoire de notre compagnie de ballet. De nouveau, l'opéra jeune public, et oui, comme le soulignait notre élu, nous travaillons beaucoup en ce sens, et nous recevons ici dans cette maison énormément de jeunesse. Alors c'est une particularité, il s'agit de Aucassin et Nicolette. C'est un opéra en un acte qui est basé sur une histoire médiévale, une histoire du XIIe siècle, une histoire française d'ailleurs, une fable, et qui a été composé par Mario Castelnuovo Tedesco. Alors, qui est ce Mario Castelnuovo Tedesco? C'est un compositeur italien qui, en 1939, a quitté l'Italie, vous vous doutez pourquoi, et a migré aux États-Unis, où il a été le monsieur musique d'Hollywood, en fait, au moment de la reprise après la Seconde Guerre mondiale, où l'industrie du cinéma reprenait. C'était par lui que passaient les compositeurs et les musiques qui ont accompagné tous les grands films de l'après-guerre. Et ce compositeur a travaillé cet opéra en le créant en français par ailleurs, c'est étonnant, et nous en avons fait une coproduction avec le festival de la Fondazione Pergolese Spontini de Jesi en Italie, et également en collaboration avec l'Opéra de Reims, puisque 2 représentations seront données ici à l'Opéra-Théâtre, et puis nous partirons en décentralisation avec ce spectacle sur l'Opéra de Reims, animé la jeunesse rémoise également. C'est une aventure, c'est une musique qui est vraiment extrêmement intéressante à découvrir, et nous aurons la participation aussi de l'ensemble musical de Reims pour assurer les représentations à Metz et à Reims sous la baguette de Cyril Anglebert. Voilà donc pour le jeune public que nous attendons bien évidemment nombreux. Il existe depuis plusieurs années en France un grand concours de chant international qui se déroule à Clermont-Ferrand chaque année. Et ce concours de chant est un concours qui réunit au moins 6, 7, 8 maisons d'opéra françaises qui travaillent en collaboration sur un titre et qui permettent à de nouveaux solistes d'émerger et de tourner, si je puis dire, dans les opéras coproducteurs avec un titre, et il s'agit de La Sonnambula de Bellini. Le compositeur Bellini, bel cantiste, n'a plus été donné dans cette maison depuis très longtemps. C'était l'occasion pour nous de pouvoir faire un travail en commun national autour de ce concours de chant de Clermont-Ferrand. Y participent bien évidemment l'Opéra de Clermont-Ferrand, l'Opéra de Vichy, l'Opéra d'Avignon, l'Opéra de Massy, l'Opéra de Reims, le vôtre. Enfin voilà, il y a beaucoup de maisons qui s'unissent autour de ce titre, et c'est vraiment avec grand plaisir que nous recevrons cette production pour 3 représentations ici sur la scène, les 27, 29 et 31 mars 2022. Alors, on n'est pas peu fiers, pourquoi ? D'abord de participer, bien évidemment, à cet événement lyrique national, mais surtout parce que la direction musicale
en est confié à Beatrice Venezzi, qui est la chef d'orchestre qui a dirigé ici la captation de Madama Butterfly. J'avais eu l'occasion de collaborer avec cette femme chef d'orchestre. C'était pour le Carmen en Italie, où vous vous souvenez que notre Carmen a tourné dans 3 théâtres italiens avant la fermeture des théâtres italiens, juste avant, quelle chance. Et c'est là que j'ai découvert Beatrice, et qui est vraiment une des grandes chefs d'orchestre prometteuses d'avenir. Mes collègues l'ont vu ici, puisque certains ont pu assister quand même à la captation, et nous avons décidé de lui confier cette tournée de la Sonnambula, et c'est donc elle qui, pendant presque 2 ans, va accompagner ce spectacle dans toute la France. Ça, c'est donc pour la Sonnambula, les 3 spectacles, 27, 29 et 31 mars. Ensuite, sur la scène de l'Opéra-Théâtre, une grande actrice, une grande comédienne française que nous aimons beaucoup, Clémentine Sélarié, qui va nous rejoindre avec Une vie de Guy de Maupassant. C'est un seul en scène, c'est un moment qui est extrêmement, je dirais, émouvant parce que je crois que Clémentine a beaucoup travaillé cet ouvrage. Elle l'a joué d'ailleurs sur beaucoup de scènes parisiennes. C'est vraiment une très belle comédienne, et elle nous propose par ailleurs de nous retrouver avec des bords de scène, comme on appelle ça, c'est-à-dire à l'issue de la représentation, nous pourrons échanger avec elle surtout sur sa vie, comme sur une vie de Guy de Maupassant. Ce sera un moment privilégié. Donc 2 soirées avec Clémentine Sélarié, les 7 et 8 avril, ici sur la scène de l'Opéra-Théâtre. Nouvelle création de danse, effectivement, comme tu le soulignais, on n'oublie pas le ballet. Nouvelle création de danse, alors là on va aller vers une danse un peu plus contemporaine. Il s'agit d'une nouvelle production, Tango Vertige, qui sera chorégraphiée par Gilles Chambert, sur les musiques d'Astor Piazzolla. En l'occurrence, nous aurons un ensemble qui s'appelle le Tango Quartet, qui va accompagner cette soirée tango. Alors, ce n'est pas évidemment une soirée de tango comme on l'entend, cette chorégraphie est inspirée par le tango, mais nous emmène évidemment dans un univers de danseurs professionnels. Voilà donc 3 représentations pour le mois de mai qui nous emmènent très naturellement vers le Sud, puisque quand on parle de tango, on parle notamment d'Amérique du Sud. Eh bien, ce n'est pas d'Amérique du Sud pourtant que je vais vous parler maintenant, c'est tout simplement de la Provence, avec ses cigales, avec ses lavandes, avec son grand soleil, qui nous manque un tout petit peu aujourd'hui, mais il va revenir. Pour le mois de mai et le mois de juin, l'Opéra-Théâtre de Metz Métropole se met à l'heure et à l'ère provençale, puisque nous proposerons un spectacle d'abord, Les Lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet, interprété et mis en scène par Philippe Cobert. C'est un ouvrage assez particulier, c'est une façon de se replonger, certes dans une tradition littéraire, mais qui a fait quand même et qui fait partie de notre grande culture. Et je crois que ça, c'est très très important de le souligner. Modernité, classique, ça fait partie des enjeux de cette maison. Et donc, nous retrouverons ce spectacle qui a une particularité, c'est qu'il se donne en fait en feuilleton. C'est-à-dire que vous achetez des places pour le jeudi soir et le vendredi soir pour voir l'entièreté des Lettres de Montmoulin. Et puis on recommence la fois suivante, c'est la même chose, on rachète des places et on vient 2 soirs pour voir ce spectacle. Donc ce sera donné au mois de mai, Philippe Cobert, Les Lettres de Montmoulin, tout cela avec une senteur de lavande. Et puis, ce sera déjà la clôture de la saison, mais bon, elle est riche tout de même, on ne peut pas dire le contraire, avec un grand opéra du grand répertoire français. Vous savez que j'affectionne beaucoup certains compositeurs, comme notamment Gounod, et j'aurai le grand plaisir de vous présenter une nouvelle production de Mireille. C'est un ouvrage qui n'est pas souvent donné. Il faut d'excellents chanteurs pour pouvoir l'interpréter. Vous avez d'ailleurs dans la plaquette qui vous a été remise, et c'est pour ça que je ne me suis pas éternisé sur tous les noms des grands artistes qui vont venir dans cette maison, mais vous avez les détails.
c'est Gabriel Philipponet qui va interpréter le rôle de Mireille. C'est Julien Dran, notre ténor français qui monte, qui sera un excellent Vincent. Régis Mingus dans Ourias, Pierre-Yves Pruvot, voilà. En fait, une nouvelle production qui va continuer à nous emmener dans la Provence, puisque vous savez que l'histoire de Mireille est basée sur le poème de Frédéric Mistral, et que cette histoire se déroule entre Arles et les Saintes-Maries de la Mer, en passant par la Crau. C'est vraiment l'occasion pour nous de réunir toutes les forces vives de la maison, comme j'aime le faire en fin de saison, avec cet ouvrage du grand répertoire, la participation du ballet également, vous voyez qu'ils ne chôment pas, ils seront dans ce spectacle, bien sûr les chœurs de l'Opéra-Théâtre, et voilà, ce sera 3 représentations qui seront données au mois de juin, les 3, 5 et 7 juin, de cette nouvelle production de Mireille de Charles Gounod. Je parlais justement des forces vives artistiques de la maison. Je dois aussi souligner les apéritifs concerts qui marchent fort avec les chœurs de l'Opéra-Théâtre. C'est un moment privilégié, très intéressant, d'1 heure de musique et un apéritif qui suit. On discute avec les artistes, c'est vraiment très convivial. La saison prochaine, ce sera ville ou campagne, c'est la fête, et puis de la mer à l'océan, c'est les 3 thèmes qui seront défendus. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que nous avons décidé avec notre adjoint à la culture, de donner les 3 concerts apéritifs qui n'ont été donnés que devant 10 personnes dans ce foyer. Nous avons décidé de les reprogrammer là pour le mois de juin. Je n'ai pas les dates en tête, je m'en excuse, mais je sais qu'il y a une date le 21 juin, mais vous les trouverez facilement. C'est gratuit, on les fait gratuits. Venez nombreux. On sera très très heureux de passer ce moment avec vous déjà au mois de juin. Je referme cette parenthèse et je continue sur la saison prochaine avec aussi le ballet. Et ça, c'est important de le souligner puisque vous savez que dans le cadre du Festival Passage, Francis, avec Benoît Bradel, nous avons décidé cette saison que le ballet participerait au Festival Passage dans une création. Et nous avons reçu depuis maintenant plusieurs semaines ici des chorégraphes brésiliens. Je ne vous dis pas comment ça a été compliqué de pouvoir les faire venir jusque-là, mais ils sont venus. Et nous avons déjà fait une première session de travail avec eux. C'est d'ailleurs c'est très bien ce qu'ils font. C'est vraiment super. Et on donnera cette production, évidemment, qui devait avoir lieu là au mois de mai. Elle est reportée dans le cadre du Festival Passage, donc au mois de septembre. Et nous avons la grande chance de pouvoir ouvrir en fait le festival, si je ne me trompe pas, la date du 2 à 21h. C'est une heure particulière puisqu'il y a l'inauguration juste avant. Et nous ne serons pas loin puisque nous serons à l'Arsenal pour cette production de Ovento. Donc il y a l'inauguration place de la République et puis on pourra tous se rendre pour voir cette création de ballet qui va entrer, ceci dit, au répertoire de la compagnie de danse et qui fera partie de ce répertoire. J'annonce aussi, ce sera évidemment sous les réserves d'usage, que nous travaillons sur un projet pour Constellation 2022 qui est Faust in the Sky, qui est une composition musicale de Christiane Carrara. Et ça, c'est avec la compagnie de danse aussi. Les dates, évidemment, suivront, puisque nous n'avons pas encore les dates de Constellation, mais nous préparons d'ores et déjà cette création. Je voudrais aussi vous rappeler que l'Opéra-Théâtre, il y a les possibilités pour le découvrir, c'est très important. On reçoit beaucoup de jeunes, tu en as parlé, mais indépendamment de cela, il y a des visites qui sont organisées, il y a tout un travail qui est mis en place. Nous avons une responsable du développement des publics qui s'appelle Anaïs Bonhomme, et nous proposons aussi des visites lors des répétitions, des rencontres avec les artistes, etc. Tout ça est expliqué à la page 47, et avec un grand plaisir aussi de dire que c'est 30% de notre public qui achète des places, c'est des moins de 26 ans. Et ça, vraiment, on peut en être fier. Dans une maison comme celle-ci, c'est vraiment
un signe de bonne santé. La collaboration aussi avec le Cercle lyrique, qui propose un nombre important de conférences lyriques, mais pas seulement, pour finir aussi, sur le théâtre, sur la danse également. Et je crois que ça, c'est important de le souligner, puisque c'est les 3 disciplines qui font la rareté et la particularité de cette maison du Grand Est, parce que nous sommes les seuls à proposer les 3 disciplines. Et ça, j'en suis vraiment très heureux. Donc le Cercle lyrique, ce sont des conférences qui se déroulent ici au foyer, toujours le samedi avant la première représentation du vendredi. On a donc l'occasion d'échanger sur les thématiques avec des artistes, des chefs d'orchestre. C'est vraiment donc un moment de plaisir et très important. J'ai parlé bien sûr de l'Orchestre national de Metz, puisque nous collaborons sur 5 titres avec cette institution musicale, et en même temps, je souligne que c'est David Reuland d'ailleurs qui dirigera le Mireille, donc que j'aurai le plaisir de mettre en scène, et que nous nous retrouverons donc pour la 3e fois après Traviata, avec ce Fidelio maintenant, et puis avec ce Mireille au mois de juin. Donc merci à notre partenaire Orchestre national de Metz. Je dois excuser d'ailleurs l'absence de Florence, qui est elle-même prise sur une autre présentation de ce soir qui s'annonce pour l'Arsenal. J'ai parlé donc de la collaboration avec Constellation de Metz, j'ai le Festival Passage également, mais j'ai une nouvelle collaboration à annoncer. C'est assez, ça peut paraître étonnant, et en fait ça ne l'est pas, puisque nous sommes partenaires de longue date. C'est avec notre ami Philippe Brunella. Ici, nous allons avoir des travaux de mise en conformité électrique cet été. C'est une obligation, il faut les faire. Déjà, ils auraient dû être faits l'été passé. On y est maintenant, on va pouvoir faire cela, mais on va nous couper le courant, en tous les cas par intermittence. Donc, si on nous coupe le courant par intermittence, les systèmes de carte bleue, les réservations, l'informatique, etc., ça ne va plus fonctionner très très bien. Donc, nous migrons au musée de la Cour d'Or pour installer notre billetterie du 15 juin au 15 septembre. C'est une nouveauté dans ce superbe accueil du musée. Et puis moi, j'y vois 2 intérêts. C'est que le public qui vient au musée, qui n'est pas spécialement un public qui vient à l'opéra, verra une billetterie avec l'opéra, avec ces superbes images réalisées par Chloé, que je remercie d'ailleurs. Voilà, et ça va défiler comme ça pendant tout l'été. On va s'adapter aux horaires du musée, c'est-à-dire on va vendre des places le samedi et le dimanche également. Donc ça, c'est aussi nouveau, et donc rencontrer un nouveau public. Et comme le signalait d'ailleurs très bien Patrick, et vice-versa d'ailleurs, le public de l'opéra qui va aller au musée n'a peut-être pas toujours vu tout ce qu'il y avait dans le musée, donc ce sera l'occasion. Mais là, vraiment, merci beaucoup de nous accueillir, Philippe. C'est vraiment une belle expérience, et moi, je vois ça d'un très bon œil, parce qu'en plus, ton hall, il est magnifique, il est grand, c'est bien, quoi. On est très content de passer l'été en ta compagnie avec notre billetterie. Et puis, notre public d'opéra va découvrir aussi que notre musée est gratuit, et donc j'insiste là-dessus, et va peut-être découvrir à cette occasion que nous avons changé cette politique habituelle, puisque nous voulons que le musée de la Cour d'Or soit aussi celui des Messins, et que lorsqu'on a un peu de temps devant soi, une demi-heure, 1 heure, eh bien, on aille au musée, passer cette heure libre de la manière la plus agréable. Le président de Metz Métropole, François Groudidier, parlait de picorer le musée, parce que nous avons un grand musée, et c'est vrai que c'est intéressant, parce que moi-même, j'en ai fait l'expérience, je n'allais au musée que lorsque j'avais des amis qui venaient, je les emmenais au musée. C'est une démarche, quoi, d'aller, on prend son billet, et puis ensuite, on va visiter. Là, on visite une salle, et puis on ressort. Et même si vous emmenez belle-maman chez le médecin et que vous la récupérez au bout de 20 minutes ou une demi-heure, vous pouvez aller passer votre temps au musée. Et quand il pleut, c'est aussi un très beau refuge. Voilà. Donc ça permettra aussi au public de l'opéra de découvrir cette formule. C'est aussi un lieu d'inspiration. Il y a une particularité dans ce musée, c'est le dédale qu'il faut faire. On est emmené d'un univers à un autre. Moi, j'aime beaucoup. En tout cas, c'est inspirant.
Alors, bien sûr, Patrick l'a cité tout à l'heure, nous avons fait une conférence de presse, nous avons de nombreux mécènes qui nous accompagnent, de nombreux collaborateurs aussi, de partenaires. Je suis très, très heureux de voir qu'il y en ait encore autant, malgré l'année que nous venons de passer et qui n'est pas encore terminée comme on le voudrait, bien évidemment. Savoir que nous avons autant de mécènes qui nous suivent encore et de partenaires dans la saison qui vient, ben, ça fait chaud au cœur. Je les ai beaucoup remerciés ce matin parce que franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient encore aussi présents. Toutes les entreprises rencontrant bien évidemment beaucoup de difficultés actuellement, on peut être fier de cela. Et comme je dis toujours, indépendamment bien sûr de l'aspect financier qui est certes très important, il y a aussi la reconnaissance. Ça veut dire que des entreprises de qualité reconnaissent que l'entreprise culturelle, c'est aussi quelque chose de qualité et quelque chose qui existe. C'est donc un label important que d'avoir des partenaires de renom. Et ensuite, ce qui est aussi très important, je le soulignais, c'est le fait de la participation de notre réputation. Donc il y a bien sûr les collaborations qui sont les collaborations internationales, nationales et internationales de l'Opéra-Théâtre de Metz Métropole pour la saison prochaine. Et je peux dire que tout de même, on peut être fier de ce que nous affichons, qu'elles soient des collaborations sur le terrain, mais qu'elles soient aussi des collaborations avec d'autres maisons. Et d'ailleurs, juste pour vous allécher, la saison prochaine, pas celle qui vient, mais celle d'après, je vous parlerai, mais je ne vous dirai pas tout de suite quoi, d'une collaboration qui est outre-Atlantique. Donc ce sera quand même important, puisque ça veut dire que notre savoir-faire est reconnu jusque-là, puisque nous partirons avec une production, mais ça, j'aurai bien l'occasion de vous en parler plus tard. C'était juste pour vous donner un peu comme ça l'envie d'en savoir plus. Voilà donc pour les collaborations nationales et internationales. L'opéra, c'est aussi hors les murs. C'est important de circuler. Et là, vous voyez que nous allons être présents sur beaucoup de scènes de France. L'opéra de Massy avec Carmen Idoméneo, l'opéra de Reims avec Carmen, Aucassin et Nicolette et la Sonnambula. Auvergne, j'en ai parlé, Clermont-Auvergne, opéra de Vichy, opéra du Grand Avignon. Et puis, deux choses dont nous sommes très très fiers également. Notre ballet retourne au Corégie d'Orange cette saison pour danser le ballet de Samson et Dalila. Vous savez que je les avais emmenés en 2017 dans une aventure d'Aïda, un grand Aïda qui avait été donné et retransmis d'ailleurs par France Télévisions. Et bien cette année, ils danseront le ballet de Samson et Dalila devant les 8000 spectateurs qui composent les chorégies d'Orange. Bon, ce sera peut-être 5000, remarque cette fois-ci, je n'en sais rien, mais enfin 5000 c'est déjà pas mal. Et puis aussi une nouvelle collaboration, une nouvelle invitation, et ça c'est vraiment très important aussi, c'est le festival Le Temps d'Aimer. C'est le festival de danse de Biarritz qui est très très réputé et qui accueillera, à côté de Prejlocage tout de même, la compagnie de ballet de l'Opéra-Théâtre de Metz Métropole. On peut être fier de cette, je dirais, de cette tournée, de ces tournées qui emmènent notre compagnie dans des endroits à se faire connaître et donc être aussi ambassadeur culturel de la métropole. Voilà. Bien sûr, Patrick l'a fait, donc je ne vais pas m'étendre sur tous les remerciements parce que je vais encore oublier quelqu'un. Mais non, je fais un remerciement général, mais qu'il me soit permis, mesdames et messieurs, de faire par contre un remerciement personnel à le soutien que nous avons eu de nos élus. Et là, je me fais le porte-parole, non pas de Paul-Émile Fourny, metteur en scène, mais aussi de tous les artistes que je connais et que je côtoie depuis maintenant 40 ans. Nombreux sont ces artistes qui sont venus dans cette maison et qui viennent encore. Nombreux sont ceux qui ne bénéficient pas de statut d'intermittent du spectacle parce que tout le monde n'a pas ce statut. Et je crois que la France et un peu la Belgique sont les seuls pays à défendre cela. Je voudrais te remercier, Patrick, et à travers toi, évidemment, l'entièreté du Conseil de la Métropole qui m'a permis de faire travailler les équipes autour de tous ces projets. Je suis assez ému de parler de ça parce que c'était une année très difficile pour tout le monde. On a eu vraiment des moments difficiles, vraiment difficiles,
Mais il est de mon devoir, en tant que chef d'établissement et directeur de maison, de motiver les équipes, de les emmener dans les aventures. C'est mon métier, je le fais depuis presque aussi, bientôt 35 ans. Et c'est ça qui est important. Bien sûr, tu as parlé du numérique, tu as parlé des retransmissions, les captations, etc. On l'a fait. On a même découvert des choses comme les mallettes pédagogiques. J'ai oublié de citer L'étranger de Camus, qui fera aussi partie de la mallette pédagogique pour les lycées. C'est nouveau pour nous, mais ce n'est pas suffisant. Le travail du spectacle, c'est de lever un rideau pour, comme tu le disais, une communion avec un public. Nous ne sommes pas des réalisateurs de cinéma, on en fait du cinéma, mais ce n'est pas notre vocation première. Et ça, je tenais vraiment à le dire, parce que nous sommes une des rares maisons à avoir fonctionné, produit, fait répéter, payé les artistes pour qu'ils puissent faire leur métier pendant 1 an et préparer l'avenir. Nous sommes aussi, pour demain, prêts à vous présenter un Fidelio en mise en scène, décor, costume, lumière, vidéo, chanteur, chœur, technicien, administration. Tout le monde est sur le pont, c'est prêt, mais vous savez, pour le moment, il y a 4 à 5 maisons d'opéra qui vont proposer un opéra complet en France, pas plus. Donc ça a pu se faire avec le soutien des élus, et c'est vraiment un remerciement personnel et un témoignage aussi des artistes. On en a une partie là-bas qui nous ont écrit, qui ont publié sur les réseaux sociaux, qui ont remercié la métropole de l'investissement qui a été fait vis-à-vis d'eux, mais aussi de la défense de cette culture qui nous est chère. Et en fait, il y a une phrase une citation que j'ai envie de vous dire, qui m'a accompagné, moi, tout au long de cette saison, cette traversée du désert. C'est celle de Saint-Exupéry qui dit « Ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part. » Merci beaucoup de votre attention. Merci. Merci Paul-Émile, et il y avait quelques élus qui étaient là tout à l'heure qui ont été très très sensibles à tes remerciements, parce que ce n'était pas évident effectivement de convaincre le président. Ça a été très facile de le convaincre, mais au-delà il faut aussi convaincre toute une administration, et ça, ce n'était pas si gagné d'avance. Voilà, donc merci beaucoup pour ces mots. Je crois qu'une conférence de presse, elle est là aussi pour répondre à vos questions. Et c'est bien volontiers qu'on se met, Paul-Émile et moi, à votre écoute. Je crois qu'on a même un micro-baladeur. Voilà. Je sais que Paul-Émile a été très complet, puis voilà. Mais le micro vous est ouvert. Alors, les répétitions se passent bien, avec une énorme difficulté, en tous les cas dans le domaine lyrique, c'est ça. On nous impose évidemment du matin jusqu'au soir, quoique il y a un décret quand même qui nous permet de pratiquer l'art avec, évidemment, autant que faire se peut, distanciation, masque, mais au moment de l'interprétation, de pouvoir s'en passer. Je crois qu'il vaut mieux ça que rien du tout. Donc nous travaillons de cette manière-là, en faisant très attention. Et vous savez, en fait, si je me réfère à Giovanna d'Arco, par exemple, ouvrage qui regroupait plus de 100 personnes, hein, si je compte les musiciens, les chœurs, les artistes, les techniciens, etc., sur cette scène et cette fosse de l'opéra-théâtre, nous n'avons pas subi de dommages, je dirais, en termes de santé, bien loin de là. Il ne s'est rien produit de ce côté-là. Jusque-là, pour Fidelio, je croise les doigts, rien non plus. Donc, si on fait attention, un maximum, je ne suis pas, que ce soit bien clair, le risque zéro, on sait tous qu'il n'existe pas. Mais à partir de cette théorie-là, on sait tous qu'il n'existe pas, il faut faire très attention. Et nous avons un personnel qui s'est drillé très très vite au port du masque, à la désinfection. Vous savez que chaque fois qu'il y a un artiste qui entre en scène,
il y a une brigade d'accessoiristes qui nettoient l'accessoire avant qu'il entre en scène. Quand il l'a touché, il récupère l'accessoire et il le renettoie, il le désinfecte de nouveau. Vous imaginez jusqu'où ça va. Mais il faut y passer et nous y passons pour pouvoir justement vous offrir à partir de demain les représentations magnifiques de Fidelio. Voilà, et je reprends le micro pour compléter pour votre très, très juste question. C'est que effectivement, nous avons présenté des spectacles ici, y compris en l'absence de public, évidemment, puisque pendant longtemps, le public était interdit. Donc nous avons tout fait, on a parlé des captations, je vous ai parlé des élèves, etc. Mais je veux dire, nous n'avons pas eu à déplorer, c'est très heureux, parmi les artistes qui étaient quand même en proximité, parce que quand vous chantez, avec ces mesures prises, nous n'avons pas eu à déplorer, je dirais, de malades. J'ajoute une chose, il y a une étude, c'est pour ça que j'ai beaucoup œuvré vis-à-vis de Roselyne Bachelot pour supplier à cette réouverture, et j'étais prudent, je disais commençons par les musées et puis continuons, et je m'appuyais sur une étude faite en Allemagne qui a recensé de manière très scientifique les risques en fonction des endroits. Et les salles de spectacle, qui ont quelquefois continué dans certains pays, etc., arrivaient en avant-dernière position, je dirais classées du haut risque au plus bas, en avant-dernière position sur les transmissions, dès lors qu'on respectait et les gestes barrières, et le masque, et le nettoyage des mains. Donc, avant-dernière position, on n'était pas les plus exposés. On sait que c'est les boîtes de nuit, etc. Maintenant, vous verrez, les spectateurs, on est encore limité à 35% des jauges. On va passer bientôt, je le dis pour l'Arsenal, parce que pour l'Opéra, ça sera fini, malheureusement, mais à 65%, puis ensuite à 100%. Et bon, ça doit être très complexe de gérer cette crise sanitaire, mais je dis, vous voyez, on ouvre petit à petit, à condition, et j'insiste là-dessus, et le président et le maire le font aussi, que les gestes barrières soient respectés. Alors, je vais faire une petite incidente. Vous savez qu'on a permis et on a offert la gratuité des terrasses pendant la période jusqu'au 9 juin, donc on s'en approche, où les restaurants et les bars pourront rouvrir à l'intérieur. Donc, on a fait ce geste de façon, et des extensions de terrasses aussi, de façon à ce que les gestes barrières puissent être appliqués en gardant la jauge habituelle des terrasses. J'observe quand même que dans certains endroits, Dieu merci, pas partout, mais on étend les terrasses, mais on ne respecte pas les gestes barrières. Je le dis parce que ça m'embête, quoi. Quand je passe notamment pas très loin d'ici et qu'on voit autant de personnes agglutinées les unes les autres, et quand on voit les protocoles qui s'appliquent à nous vis-à-vis de personnes qui se voient tous les jours, etc., vaccinées, etc., je dis qu'il faut continuer à faire attention. Je le répète, vous avez vu qu'il y avait une nouvelle vague qui arrivait en Angleterre. Je veux dire, c'est pas parce que c'est l'été que tout va bien, même si on s'attend au chant des cigales et aux odeurs de lavande dont parlait tout à l'heure Paul-Émile, et qui nous donnait bien envie d'attendre et d'avoir des buts comme ça de spectacle pour la saison prochaine. Voilà, je tenais à ces précisions et à vous apporter tous les éléments, y compris ceux d'études qui ont été faites à ce sujet. Je remarque aussi que les gens l'ont bien compris, parce que si j'en juge par tous ceux qui sont déçus de ne pas avoir de place pour Fidelio, limité à 35%, je salue d'ailleurs la secrétaire générale du Cercle Lyrique qui est parmi nous ici et qui eux aussi doivent faire, parce qu'on croit toujours que grâce à un intermédiaire on va y trouver des places. Merci de répondre que non, parce qu'effectivement, quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Vous avez beau connaître Pierre-Paul Jacques ou Jean, voire même l'adjoint à la culture ou le délégué à Metz Métropole, quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Donc on voit bien qu'il y a une pression, et je suis sûr que quand on va passer à 65%, je pense à la Cité musicale, eh bien, on va faire aussi des déçus. Donc il y a cette envie, c'est le cas de le dire, de retourner dans les salles de spectacle. On le voit bien. Et ça, c'est très bon signe, parce que ça veut dire que eh bien, nos spectateurs, nos mécènes, nos mécènes, etc., font confiance. Mais je crois que cette confiance, elle existe aussi parce qu'un certain nombre de mesures sont prises et qu'ils sont rassurés. En tous les cas, je sens cette impatience et cette envie.
Tout à l'heure, vis-à-vis des mécènes, je citais Churchill, qui m'a beaucoup inspiré pendant cette crise, et notamment pour prendre des décisions. Et donc j'ai rappelé cette phrase assez souvent. Quand en 1940, il subissait les bombes 41 et où il fallait résister à l'Allemagne nazie à cette époque-là, c'était la guerre, la vraie guerre. Il faut voir ce qu'ont subi les Londoniens et les Anglais en général. Les îles sont quelquefois difficiles à conquérir, on le sait, mais par les airs, c'est quand même facile. Et il y avait un fort besoin de produire des armes. Et donc, le cabinet de Churchill, donc le gouvernement, a été confronté à des choix budgétaires drastiques. Et à un moment donné, la majorité de ces ministres, pour ne pas dire l'unanimité, ont dit au Premier ministre, écoutez, il faut prendre l'argent là où il est. Et donc, prenons l'argent des théâtres, prenons l'argent de la culture, etc. Il faut qu'on bloque tout, on arrête tout, et on va tout mettre sur la production d'armes. Et Churchill a eu cette phrase remarquable, il a dit, mais si je faisais ça, se poserait la question, pourquoi nous livrons bataille? Pourquoi nous faisons la guerre? Eh bien, on fait la guerre pour sauver une civilisation par sa culture. Et faire ce choix-là, c'était là aussi un choix courageux, et c'était ce qu'a fait Churchill. Donc, ça m'a un petit peu inspiré à avoir cette volonté que la culture continue. Voilà. Alors, on en a été privé, et comme je le disais tout à l'heure, on a été privé de ce qui fait aussi cette communion des échanges. Et je le disais avec un peu d'humour, j'aime beaucoup le roi Louis II de Bavière parce que je trouve qu'il est assez fantasque, un peu excentrique. Et puis je l'aime bien parce qu'il a soutenu mon Richard Wagner, comme je dis, sinon il n'aurait pas eu autant d'argent, le brave Wagner, ce qu'on lui a reproché. Et puis les châteaux ont coûté très cher, mais ils rapportent beaucoup à la Bavière aujourd'hui parce qu'ils sont extrêmement visités, même s'ils ont un peu un aspect Mickey Mouse, mais c'est très productif pour le tourisme bavarois. Et Louis II de Bavière, à la fin, vous savez, il ne supportait plus tellement le monde et il se faisait représenter les opéras de Wagner seul dans l'opéra de la Résidence à Munich. Et je me dis, mais quel plaisir avait-il de se faire représenter? Et moi qui ai toujours défendu qu'il n'était pas fou, là je me suis dit qu'il avait un grain. Parce que j'ai été un peu dans la même position quand Paul-Émile, on était tous les deux à voir les spectacles, les répétitions générales. Même chose à la Cité musicale où j'étais avec Florence Alibert, mon cher adjoint Timothée Bord, et on était trois. On n'avait même pas le courage d'applaudir à la fin quand les captations étaient finies parce qu'on se dit c'est ridicule. Et on ne se sent pas très bien finalement. Et c'est dire que le spectacle n'existe que par la communion et que finalement on n'est bien que quand on est ensemble. Voilà. Au niveau des jauges, du coup, combien de spectateurs peuvent assister à un spectacle? Alors, si on passe à une jauge de 35%, c'est à peu près 250 personnes, plus ou moins, par soir. Et pour le spectacle qui arrive, au niveau des réservations, est-ce que le spectacle est complet? Ah ben, pour être complet, on peut dire qu'on joue même à complet. Oui, c'est clair. Alors, c'est pas très difficile dans ces cas-là, mais de toute façon, il aurait été complet. C'est là où on a fort à faire, et je profite d'ailleurs, je les vois là derrière, Mijo qui est là, Marie-Françoise, Erika, enfin tous les collègues qui ont fort à faire pour placer le public avec toutes les normes de sécurité qu'il faut respecter, c'est-à-dire 2 fauteuils entre chaque personne, etc., sauf les familles. C'est un énorme travail. Merci les collègues, merci parce que on va quand même pouvoir avoir du monde dans la salle, mais voilà. Mais vous savez, le spectacle, ce n'est jamais perdu. Quand on investit dans une production lyrique, certes, ça coûte cher, c'est normal, c'est l'opéra. Sinon, on ferait une pièce avec 2 personnes, un tabouret, une chaise. Ça peut faire, on fait des choses magnifiques avec ça. Ça m'arrive aussi. Mais un opéra, certes, c'est de l'argent dépensé pour beaucoup de monde. C'est aussi une entreprise. Mais c'est jamais quand même perdu. On va jouer 3 fois Fidelio, rien ne nous empêche dans 3 saisons, 4 saisons, de reproposer le Fidelio. Ce sont des choses qui se font, et puis nous avons de plus en plus de demandes de location de nos productions à l'étranger, en extérieur. Il y a des demandes qui affluent pour le moment.
sur des productions qui ont été faites ici, donc ce n'est jamais perdu. Alors certes, malheureusement, on n'aura pas l'entièreté du public qu'on aurait pu avoir, on en aura moins, mais on reprogrammera peut-être l'ouvrage, pourquoi pas. Je continue avec une autre question au niveau du budget. Qu'en est-il pour cette saison 2021-2022 ? J'ai pas entendu. Bien entendu, pardon. Au niveau du budget, qu'en est-il pour cette saison 2021-2022 ? Ah bien, vous savez qu'un opéra, bien souvent, il faut connaître l'économie d'un opéra d'ailleurs. L'opéra est largement subventionné. Enfin, en plus, c'est plus que subventionné puisque c'est un service en régie, l'opéra. Ce qu'on appelle la régie, c'est qu'il est directement lié, comme les musées d'ailleurs, qui était aussi une structure juridique en régie directe, c'est-à-dire que comme l'état civil, j'allais dire, dans une mairie, eh bien, ça nécessite voilà, la présence de l'élu, c'est moi qui signe les contrats, enfin Dieu merci négocié avec le regard assidu de notre administration et de Paul-Émile, mais c'est vous dire que c'est un service public pour nous et ce n'est pas de la subvention si vous voulez, c'est simplement l'attribution des crédits nécessaires au fonctionnement. Et pour ce qui nous concerne, nous avons naturellement maintenu les budgets. Voilà. C'est-à-dire qu'au pire de la crise, d'ailleurs ça vaut aussi pour les associations, nous avons pris la décision, ça valait pour le livre à messe aussi, enfin, nous avons pris la décision de maintenir, alors pour le coup, les subventions et bien entendu les budgets qui nous sont directement associés. Voilà. Mais aujourd'hui, il faut le savoir, tout coûte plus cher et les demandes seraient plutôt d'être en extension. Donc, je rends hommage pour la gestion des gens de l'opéra et de Paul-Émile de faire des merveilles avec ce budget. Parce que ça peut représenter beaucoup d'argent aux yeux du contribuable métropolitain, mais c'est peu quand on se compare. Donc, quand on considère, oui, le premier poste budgétaire des établissements culturels, c'est l'opéra. Oui, c'est le premier poste budgétaire. Mais au-delà de ça, une fois qu'on a dit ça, ce n'est pas non plus un budget immense, loin de là, par rapport à ce qu'ont un certain nombre de maisons d'opéra. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais en étant aujourd'hui président de la Réunion des opéras de France, j'espère que cette maison sera à nouveau labellisée par l'État. Parce que je peux vous dire que le travail qui se fait ici, on a toujours besoin d'une reconnaissance du roi Soleil. Vous savez, ça c'est très français. Et surtout dans le domaine culturel, on aime bien être reconnu, n'est-ce pas, par le roi, donc par l'État. Alors on n'est plus obligé de mettre Monseigneur à votre bien humble serviteur, etc., comme ça se faisait à l'époque. Mais en tous les cas, on aime bien la reconnaissance de l'État. Bien, si on peut faire évoluer les choses, on ne peut pas avoir la labellisation nationale. Il y a sur le territoire l'Opéra national du Rhin qui l'a. Il y a l'Opéra national de Lorraine qui est aussi national, mais qui ne correspond pas aux critères normaux, je dirais, de l'attribution du label, mais qu'ils ont obtenu, je le dis franchement comme je le pense, grâce à Pompidou-Metz, puisqu'il y a eu un moment d'hésitation, en tous les cas de volonté, de capter Pompidou par Nancy, habilement négocié par mon collègue de l'époque, Laurent Hénard, qui a d'ailleurs retardé un peu les choses pour nous, de façon à lui obtenir la labellisation nationale de son opéra. Donc on a 2 opéras nationaux sur le Grand Est sur 4. Il ne faut pas rêver, nous ne l'aurons pas, mais il existe aujourd'hui d'autres critères. Et en tous les cas, il y en a un qui est important, c'est financier, puisque dans l'histoire, nous avions, avant 2002, des subventions qui nous étaient attribuées par le ministère et qui sont passées, je ne vous reprends pas l'histoire que j'ai connue par cœur puisque je l'ai vécue, sur l'orchestre national lors de sa labellisation nationale pour une question de visibilité. Voilà, mais j'espère bien essayer de pousser un peu ce dossier parce que lorsque vous n'apparaissez plus sur une carte ministérielle, c'est toujours un petit peu embêtant. Voilà. Parce que si vous n'existez pas, ne serait-ce que par une subvention, vous disparaissez un peu de la carte dans les ministères et du coup, on pourrait vous oublier, y compris artistiquement. Or, il se fait ici, et je l'ai souligné, grâce à notre chœur permanent, grâce à notre ballet permanent, grâce au travail qui se fait, y compris dans des budgets limités néanmoins pour un art total,
des choses qui devraient être remarquées de Paris. Et alors permettez-moi de vous dire, j'aime beaucoup l'Opéra national de Paris, qui doit rayonner au point de vue international, mais quand je vois le budget de l'Opéra national de Paris, et ça c'est une lutte des élus locaux contre cela, quand je vois le budget que ça représente, qui est absolument énorme par rapport à ce qui est subventionné dans les régions, comme on dit, il me semble, je n'ai pas peur de le dire, qu'il y a une certaine inégalité trop flagrante. Parce que qu'est-ce qui compte pour le spectateur? C'est d'avoir une belle œuvre présentée avec talent et d'avoir des émotions. Eh bien, il m'arrive dans cette maison, le plus souvent possible, d'avoir des émotions. Et quand je vais dans d'autres opéras, je n'en citerai pas, mais qui ont davantage de masse financière, eh bien, vous pouvez très bien ne pas ressentir d'émotion. C'est comme ça, c'est la magie du spectacle, c'est l'engagement des artistes. Et je précise que dans cette maison, et j'en rends hommage à tout le monde, les artistes sont tellement bien reçus que c'est par plaisir qu'ils y reviennent. Et ça, c'est important aussi de le souligner, tous me l'ont dit. Et pourtant, ils ne sont pas dans des conditions de confort parce qu'on veut les améliorer, ces conditions du côté des loges, etc. Donc, c'est l'esprit qui est là. Et puis, je voudrais, je l'ai déjà fait l'autre jour, mais rendre aussi un hommage à tous nos acteurs culturels, que ce soit les institutions ou que ce soit les associations. Il y a ici présent le président du Festival Passage, et il y a un art messin de travailler en collaboration. Et je dirais, tout le monde collabore avec tout le monde. Et vous le voyez, Pompidou peut accompagner des projets, le musée de Metz est présent à bien des égards, en dehors même de son cœur de métier. Enfin, je veux dire, vous pouvez prendre toutes les institutions, c'est le cas. Et ça, c'est une sorte de magie. Et je peux vous dire que pour nous, Messins, ça va de soi. On trouve ça tellement naturel qu'ils travaillent ensemble et en association, avec Lifou Jika à Bernard-Marie Coltès, au théâtre. Enfin, je veux dire, il y a vraiment une belle collaboration entre les structures, et cette collaboration permet aussi ce rayonnement, je le crois. Il faut leur rendre hommage, puisqu'on me dit que parfois, ça ne se passe pas comme ça dans toutes les villes. Donc voilà. Ah, puis il y a le directeur de Passage, voilà. Il est debout, et comme il n'est pas assis, je l'avais oublié. Merci d'être là, Benoît. Voilà. Il y avait une chaise, pourtant. Et qu'est-ce que vous voulez? Les grands directeurs de théâtre sont toujours d'anciens comédiens et donc ils ont l'habitude d'être debout pendant des heures. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, merci de les avoir posées. Voilà. Et Paul-Émile est avec moi à votre disposition, notamment pour ceux qui font du son, comme on dit, ou de la télé. Répondre aux interviews, et en même temps, le grand plaisir de la métropole de vous inviter à un drink de l'amitié qui est servi, non pas ici, mais dans le hall d'entrée. Voilà, que je vous convie à rejoindre. En tout cas, merci de votre présence.